En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Salut tout le monde, Léo La Bonté, votre animateur préféré. Vous regardez le Léo Show. J'espère que vous allez bien. Il commence à faire chaud. C'est le premier podcast que j'anime en shirt, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial qui va probablement pouvoir m'aider dans une partie de ma vie que je ne maîtrise pas du tout. Mesdames et messieurs, Bob le chef. Ça va? Ça va? Ça va super bien, toi? Super bien. Super bien. Merci de l'invitation. C'est super cool. Ça me On a fait eu de la plaisir. misère, là. Parce que tu m'as contacté direct, puis je suis pourri quand le monde quand je m'auto-book. Tu sais, j'ai comme un agent. Si tu veux. Je dis agent de guillemets, c'est un chum d'enfance, puis il s'occupe de tout pour moi. C'est lui mon Okay. webmaster, co-écrit, gère ma carrière littéralement, tu sais. Puis, ben, c'est ça, quand c'est pas lui qui le fait, c'est une catastrophe. C'est pour ça que c'est lui qui le fait. Ouais, parce que pour ceux qui ne le savent pas à la maison, ça nous a pris combien de fois? La première fois, je t'ai écrit. 3 fois, je pense. Je pense qu'on est à notre troisième shot, là. Mais quand je t'ai écrit au début, tu m'avais dit oui, mais que tu étais trop occupé et tu m'avais dit genre réécris-moi fin février ou quelque chose comme ça. Là, je t'avais réécrit. Là, tu m'avais dit ah ouais, envoie-moi des dates. Je t'avais envoyé des dates. Là, tu avais booké la date dans ton calendrier sans me le dire quelle date tu avais sélectionnée. La date venue, il me dit hey. Dans le char, je revenais là-dessus que j'étais en auto. J'ai complètement oublié. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Après ça, on s'est booké une autre date où on était les deux au courant que c'était cette date-là, mais tu l'as oublié, je pense. Ouais. Puis après ça, on a réussi aujourd'hui. On est présent. On est là, je suis désolé. Shout out à Alexis, sans toi, je suis useless. Je suis pas rien. Hein? Avant que. C'est un gros plaisir, pour vrai, là. Puis désolé, on en rit, là, mais c'est vraiment pas dans mes habitudes en plus. Là, je suis vraiment désolé. Pour vrai, c'est vraiment pas grave. Là. Il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Mais quand j'ai fait les recherches pour ce podcast-là, j'ai découvert ton vrai nom. Yeah. Tu veux-tu le dire? C'est Robert James Penny. Ouais, OK. Dis de même, c'est pas vendeur, mais Robert James Penny. Je trouve que ça a un côté porn star, je trouve. Là. Ah, merci. Mais tu viens d'où pour avoir un nom James Penny? Je suis un Montréalais qui vient d'un père anglophone et d'une mère québécoise. Puis mon père, si je ne me trompe pas, il y a des descendances, mais là, on parle là, de arrière-grands-parents qui seraient écossais. Donc, ça viendrait de là, le nom Penny, mais je suis jamais allé en Écosse et je porte pas le kilt et je joue pas au golf. Donc, 3 prises. Mais, tu sais, je veux pas faire 20 minutes en parlant de ton nom, mais est-ce que quand tu le dis à du monde, là, même si c'est pas un nom si extraordinaire que ça, là, mais est-ce que tu le dis, comme tu l'as dit au début du podcast, en français ou tu y donnes un petit accent? C'est fou parce que ça fait des années que je me suis pas introduit comme étant Robert, ou Robert James. En fait, le monde m'appelait beaucoup déjà Bob. Au secondaire, c'était quand même ou Penny, c'était Hey Penny. Fait que ça, c'était quand même assez populaire aussi. Sinon, en fait, là, le James, c'est comme mon nom de milieu. Puis ça, j'ai commencé à vraiment l'utiliser. Pas quand j'ai commencé Bob le Chef, mais en fait, quand j'ai commencé à devenir cuisinier. Moi, je suis pas devenu cuisinier, genre, pour faire ce que je fais là. Tout ça, c'est arrivé un peu par accident. Je suis allé étudier la cuisine pour devenir un chef cuisinier. Puis mon rêve, un peu, je trouvais que, tu sais, je me souviens, les grands restos, en plus, il y avait tout le temps le nom du chef dans le bas du menu. Puis là, je suis comme, il me semble que je mettrais comme le James, tu sais, comme Robert James Penny. Puis là, ça a comme stické comme étant mon vrai nom. Puis vraiment, tu sais, mes cartes d'identité, permis de conduire et tout, j'ai mon nom complet, Robert James Penny. Mais
Je veux dire, je te dirais que mon ex-femme et ma mère qui m'appelle encore Robert, OK? Et habituellement, s'il m'appelle Robert, c'est suivi d'un sacre. C'est que j'ai fait quelque chose de... J'ai oublié quelque chose, c'est sûr. Sinon, même ma mère m'appelle Bob le chef, ce qui peut être une des affaires les plus gossantes et irritantes au monde. Mais j'aime ma mère, fait que je la laisse faire. Au final, c'est correct. Mais tu dis que toute l'aventure autour de Bob le chef est arrivée par accident. Comment c'est arrivé? Ah, écoute, je dis, moi, j'ai toujours cuisiné. C'est pas mal le seul job que j'ai eu dans la vie. J'ai commencé à 15 ans à travailler dans des cuisines à plonge, puis j'ai rapidement été dans la cuisine. C'est une drôle d'histoire, si je peux. Parce que ça, c'est comment je te... On est de retour. On est de retour après quelques soucis techniques. Comment tu as commencé la cuisine? Yeah, all right. Malade. Mais, en fait, l'histoire était courte, fait que je suis capable de me raconter pareil, mais c'est vraiment drôle. Puis je pense que j'ai jamais compté ça. En fait, j'ai commencé comme plongeur d'un Giorgio. C'était une chaîne de restaurants italiens des années 80-90. Ils tamisaient les lumières à 19h. Il y a du monde qui va en catcher celle-là. Mais... Mais j'ai commencé comme plongeur, puis c'était pas sérieux. Je voulais juste un job pour avoir une paye, me payer des skateboards. Yeah, j'étais un skater, fait que j'étais vraiment dedans. Puis en fait, il y avait des cuisiniers un peu plus vieux que moi, puis il y avait le chef d'équipe, si tu veux, là, celui qui payait une pièce de plus de l'heure que tout le monde pour faire toute la job, finalement, OK? Il y avait une clé qui a eu comme une super bonne idée de faire un party dans le Giorgio. Puis il invite ta blonde, puis tout. Puis tu sais, comme on va prendre la bière, tu sais, parce que je sais pas pourquoi on pensait que la bière en fût n'était pas comptée. Genre, tu sais, il n'y avait aucun inventaire qui se faisait là-dedans. Puis je n'étais pas y aller à ce fameux party en plus. Puis ben, j'étais jeune, j'avais 15 ans, puis ma mère m'a interdit d'aller au party au Giorgio, parce que c'était en plein milieu de la nuit, hein, c'était après la fermeture du restaurant. Puis le lendemain, quand je suis arrivé à la job, je savais que quelque chose clochait parce que ben, il y avait pas de cuisinier dans la cuisine. En fait, ils ont déclenché, il faut éteindre le système d'alarme. Quand ils éteignent le système d'alarme, ben, c'est connecté à une centrale. Puis, tu sais, la centrale est habituée, genre, que le système d'alarme, il soit activé et désactivé à la même heure. Fait que quand il est désactivé en plein milieu de la nuit, ils trouvent ça louche. Fait qu'ils ont appelé au restaurant. Puis ils ont appelé au restaurant, mais ça ne répondait pas. Fait qu'ils ont appelé la police, tu sais, pour dire... Puis la police s'est pointée, mais c'est une gang de jeunes cooks. Puis ils se sont tous fait... ils ont appelé les patrons sont arrivés, puis... tu sais, je pense dans un resto de quartier, un affaire de même aurait passé. Je dirais dans des places où même c'était comme... pas juste tolérer, mais presque encourager ce type ce type de truc à faire. Mais dans une chaîne, les jeunes, si tu as un McDo, un Burger King, des affaires de même, Saint-Hubert, ils ne trippent pas quand vous saoulez à leurs frais à la job. Fait qu'ils ont perdu leur job. Puis le lendemain, il n'y avait aucun cuisinier. Toute l'équipe de plongeurs est devenue cuisinier. Puis j'ai eu la chance, c'était plus facile de trouver des plongeurs que des cuisiniers. Puis j'ai eu la chance, écoute, c'était toute une affaire pour vrai parce que c'était un gros resto, il y avait comme 350-400 places assises. Fait tu sais, même si tu fais juste des salades César, des soupes à l'oignon, c'est très stressant à 15 ans faire comme 300 soupes à l'oignon puis 250 salades César en même temps de te veiller. Mais écoute, c'est comme une des meilleures écoles que j'ai eues. Puis bon, je veux pas comme un preacher de culinaire là, ou quelque chose, mais tu sais, comme quand tu veux commencer en cuisine, je trouve que commencer d'une chaîne, c'est une super bonne place parce que les chaînes de cuisine, ils ont des standards. Tout est standardisé, fait que tu apprends à comment répéter, formater des affaires de la même grosseur tout le temps. Puis aussi, la plupart des chaînes, comme des McDo de ce monde, bon, je sais qu'ils ont beaucoup de défauts, mais une affaire qu'ils n'ont pas, les cuisines sont tellement propres, pour vrai, comme tu peux manger à terre la plupart du temps. Fait que ça te donne une espèce de rigueur sur la propreté d'une cuisine qui est, selon moi, tout aussi important que ce qu'on me sert dans l'assiette, pour vrai. Sûr. Ben, c'est sûr que la place où ça a été préparé, ben beau que ce soit fucking beau dans l'assiette, mais si ça a été préparé à terre... C'est ça. C'est moins appétissant. Ouais. Mais ma première job, moi, j'étais plongeur dans un restaurant, puis j'ai travaillé là une journée.
Toi, t'es à Sherbrooke, toi. Ouais, mais je viens de Magog. Je travaillais au Pinocchio de Magog. OK. Yeah. Moi puis mon ami, on avait rentré là juste pour s'acheter un drone. On voulait un drone. On voulait s'acheter un drone. Fait que là, on rentre là. Mais la première journée, je pense que je suis parti après 2 heures. J'ai même pas... C'est ce qu'on appelle un déserteur. J'en ai vu beaucoup dans ma vie, pour vrai, des gars qui sont comme yeah, je peux-tu aller fumer une cigarette? Puis au bout de 15 minutes, je suis comme yo, le gars qui est allé fumer une cigarette tantôt, puis comme oh man, je l'ai vu, il est parti avec son sac par la porte d'en arrière. Puis le pire, c'est s'il me l'avait dit, écoute, la job, sont pas. Tu sais, si tu me le dis, ben, moi, j'aime pas ça, je veux coller mon camp. Au moins, je t'aurais fait une pizza. Tu serais parti avec une pizza de pouce, tu sais. Ah ouais? Ouais. Hey, moi, j'ai travaillé 2 heures là et je harcelais la fille pour avoir mon petit 20$. Ah, c'est certain. C'est sûr. Puis le pire, c'est qu'ils veulent pas te le donner. Elle a étiré ça longtemps. Je pense qu'elle a étiré ça, je pense, 1 mois. Je la textais peut-être à chaque 2-3 jours. Hey, c'est quand je vais pouvoir venir chercher ma paye? Puis elle était comme, ben Léo, tu sais que tu as travaillé juste 2 heures. Là, je suis comme, ben oui, mais je veux mon argent. Tu me donnes 20$. Puis elle me l'avait donné finalement, mais c'est... Plongeur, tu sais, je l'ai fait souvent, là, puis je suis pas fait pour travailler dans des cuisines. C'est stressant, là, travailler dans des cuisines. Absolument. Il faut que c'est t'aimes ou t'aimes pas. Ça prend je veux pas dire que ça prend un certain genre de caractère. Tu sais, j'ai vu plein de monde différents faire de la cuisine. Puis c'est drôle, j'ai vu plein de monde avec des différentes tolérances ou façons de gérer le stress. Mais au final, toute cette gang de débiles-là, souvent, ça marche ensemble. Là. C'est hit. Moi, ce qui me donne le goût d'être dans une cuisine, c'est les trucs genre Gordon Ramsay, je le vois crier après du monde, puis là, je serais comme, hey, je serais-tu bon, moi, pour ça? Juste dire au monde quoi pour faire. Pour crier, vraiment, ouais. Ça, c'est... mais il y a un certain cheminement avant qu'il arrive bon, ça prend des années. Puis c'est fou, parce que même quand tu vas à l'école de cuisine, puis moi, j'ai la chance d'aller à l'Institut d'hôtellerie du Québec. Puis quelque chose qui t'apprend beaucoup, c'est que tu ne seras pas chef en sortant de l'école. On t'a juste appris à cuisiner. Là, il faut t'apprendre. Il y a une grosse différence entre savoir cuisiner et savoir comment un restaurant fonctionne. Même souvent, des cuisiniers de restaurant, on est moins bon en cuisine à la maison, je pense, que l'humain moyen qui s'intéresse à la cuisine, parce que ça devient notre métier. On connaît notre menu, on sait ce qu'on a à faire à job mieux que n'importe qui, mais le week-end, quand on arrive à la maison, je dis, un mécanicien ne répare pas son char dans son temps libre, mais c'est ça, moi c'est pareil, je me fais des grilled cheese des hot dogs la fin de semaine. Depuis, par contre, ça fait 5 ans que je suis plus dans la cuisine, puis c'est fou. Parce que j'ai tout le temps aimé cuisiner. Mais là, j'ai vraiment trouvé le plaisir de le faire comme chez nous. Puis je fais quelque chose que ça m'a même pris une espèce de temps à réapprendre, à prendre mon temps quand je cuisine. Une des affaires que j'ai tout le temps été pourri dedans, c'est faire du pain ou de la pâtisserie. Parce que c'est des recettes que tu veux prendre ton temps, tu veux perfectionner, tu sais. Faut t'attendre ça gonfle, faut t'attendre ça refroidisse. Il y a toutes sortes de petites technicalités qui font la réussite de la recette. Fait que c'est pour ça, tu sais, quand t'es cuisinier, tu tournes les coins ronds, ben c'est sûr que tu peux pas tourner les coins ronds en pâtisserie ou en boulangerie. Fait que tu botches ces affaires-là. Mais... Puis bref, je le fais plus à cette heure. C'est quelque chose que j'ai vraiment retrouvé le plaisir. J'ai eu Simon Delille à mon podcast. Il m'a dit que tu avais donné le secret pour réussir un gâteau au chocolat. Yes, c'est malade, ça. Écoute, c'est un Dunkin' carrément. Là, le meilleur gâteau au chocolat, c'est le gâteau au chocolat en boîte. Puis j'ai une amie, Leslie Chesterman, qui est une critique culinaire, qui était la critique culinaire du journal La Gazette pendant des années. Si vous êtes trippé bouffe, là, allez la suivre, ses réseaux sociaux. Vraiment, c'est malade ce qu'elle fait. Et, bref, elle a déjà dit que notre gauge de qualité, de réussite d'un gâteau au chocolat, c'est qu'il goûte le Dunkin' Hines. Puis j'étais comme, Chris, c'est vrai. À toute fois que je me fais un gâteau, je veux que ça goûte le gâteau en boîte. Puis je suis tout le temps déçu. Puis je me fais jamais de gâteau en boîte. Ça, c'est comme, c'est contre mes principes de vie. Mais à ma fête,
ma mère me fait un gâteau Dunkin' Hines à chaque année à ma fête. Et mon frère aussi, on en a chacun un, les deux au chocolat. Il y a une petite différence. Moi, j'aime mon gâteau à température pièce, fait qu'elle laisse sur le comptoir toute la journée. Puis mon frère, il l'aime froid au frigo. Puis il y a tout le temps un moment au souper, quand elle sort le gâteau, je suis comme, calisse, le gâteau, il est frais. Puis là, ma mère, mais c'est pas ta fête, Robert. Puis à ma fête, mon frère, puis ma fête, en plus, c'est comme au mois de juillet, fait que le gâteau, il est comme vraiment tempéré, là, il est quasiment chaud. Ouais. J'adore. Puis mon frère, il bitch puis il chiale parce que, puis il dit que c'est pas juste parce qu'on pourrait réchauffer ma portion au micro-ondes puis lui, il pourrait avoir sa portion frette. Bref, il essaie de voler mon shine pendant ma fête. Mais moi, je suis incapable de faire des gâteaux en boîte. J'en ai jamais réussi. Capable de faire les gâteaux en boîte, tu vois, OK. Jamais. Parce que... Mais ça fait un bout que j'en ai pas fait, là, parce que je voyais bien Mais que t'es ça marchait réussi, pas. c'est pas ça que tu voulais dire. T'es capable d'en faire un. Tu sais, c'est juste contre tes valeurs. Non, ben non, hey, Chris, que mes valeurs en cuisine sont basses, là. Mais ça fait un bout que j'en ai pas fait. J'en faisais souvent quand je vivais avec mon père parce qu'il en achetait. Puis, j'étais incapable de le réussir. Sûrement, la seule raison que je vois, c'est à cause que je fumais trop de weed et que j'avais trop faim rapidement. C'est la seule raison que je vois. Parce que je ne les faisais pas assez cuire. Il y a une certaine époque, j'habitais avec des colocs, puis je me souviens, le gâteau en boîte, en fait, là, puisque je veux dire, c'est dégueulasse, mais ça faisait partie des munchies. On pouvait comme le mélanger, puis là, on se séparait dans des bols, on le mettait au frigo, puis quand il était frais, là, on le fait. J'en pense à ça aujourd'hui, là. Puis je sais pas pourquoi, des fois, mon foie, il file pas. C'est quand même... Il y a une bonne dose de ça, je pense, là-dedans. Ouais. Je sais pas. J'ai pas réussi. Peut-être qu'aujourd'hui, je serais peut-être plus patient, mais je sais pas. Ça me tente pas. Tu sais, mes talents, là, tu vas peut-être pouvoir me donner des trucs parce que mes talents en cuisine se résument à me faire des spaghettis au parmesan avec le genre de sel de parmesan, là, Kraft, là. J'en mets une tonne. Je mets ça un peu au micro-ondes. Voilà. C'est mon plat que je maîtrise le plus. All right, Jake, ben, je vais te régler deux affaires. Okay? On va régler deux affaires. C'est premièrement pour le gâteau. OK? Puis, si tu as de la misère à faire un gâteau, puis tu veux t'initier à faire. Puis moi, je dis tout le temps, la meilleure affaire, c'est fais une recette, tu vas réussir, puis elle va être bonne. Puis là, tu vas triper. Puis c'est là que ça va te donner, c'est là que des fois, bon, peut-être non que non, mais des fois, ça va donner le goût de faire d'autres choses. Fait que des gâteaux, c'est vrai qu'il y a une espèce de complexité à réussir un gâteau. Fait que fais des brownies, parce que des brownies, c'est supposé d'être pas trop cuit. Fait que, si tu ne cuis pas assez, ben, il va quand même être bon. Tu sais, il va être boiteux, mais un brownie boiteux, moi, je trouve que c'est meilleur qu'un brownie qui est bien cuit. Puis, ben, s'il est un petit peu trop cuit, ben, tu vas avoir quelque chose qui va ressembler à un gâteau, finalement. Sers un peu de crème glacée avec, puis tu vas mélange tout ça, puis ça va être débile. Fait, ben, tu sais, puis même en mélange, Dunkin' Hines, tu sais, comme commence avec un brownie évolue par le gâteau. Puis en plus, le brownie, tu sais, bon, il y en a qui mettent du glaçage dessus. Moi, je suis pas glaçage, mes brownies, je les aime straight. Ben, gars, ça, c'est un tout autre débat. Pour les spaghettis au parmesan, OK, écoute, moi, j'ai un gars d'11 ans, OK, puis je suis cuisinier, puis bon, j'achète des vrais blocs de parmesan que je râpe. Okay. Moi, j'en mets sur tout, j'en mets sur mon steak, j'en mettrais sur mes Rice Krispies si c'était comme socialement acceptable. Mais mon fils, il aime le Kraft, tu sais. Puis je vis avec. Je le coupe tranquillement, pas vite, de plus en plus avec du vrai parmesan pour essayer de l'habituer. Mais sans niaiser, OK, check sur mon site web, j'ai une recette de A à Z de mac and cheese au micro-ondes. Puis c'est comme super facile. Là. Tu fais même cuire les pâtes au micro-ondes. Puis j'ai la quantité parfaite d'eau par rapport, le ratio d'eau par rapport aux macaronis, OK? Que quand tes macaronis vont cuire, tu n'as même pas les égoutter, là. Tu nettoies même pas le passoire, OK? Quand les macaronis vont absorber l'eau dans le micro-ondes, puis après ça, tu vas ajouter un petit peu de fromage, puis avec comme un mi-cuisson, puis du beurre, puis tu ressacs ça là-dedans. Je pense que c'est du lait ou quelque. Je me souviens pas exactement de la recette, mais sur le site web, puis tu rechauffes ça comme un autre 3 minutes, puis tu mélanges, puis vraiment ta grosse tasse est mesurée en Pyrex du Dollarama.
tu t'es fait un esti de bon mac and cheese. Je vais essayer ça. Ça prend 7 minutes à faire, pour vrai. Là, c'est sûr que je l'essaye. C'est sûr que je vais essayer. C'est sûr. C'est genre l'affaire, tu dis, alright, man, j'ai réussi cette recette-là. C'était fucking bon, pour vrai. Quoi d'autre tu peux faire? Puis, fait que, ça peut partir une carrière, qui sait? Ouais, ben justement, tu as parlé de comment tu as commencé dans la cuisine, mais tu n'as pas parlé de comment tu es devenu Bob le chef sur Internet. Yeah, on l'avait dit un peu au début, là, avant que ça coupe, là, que tout ça, c'était arrivé un peu par accident. Ouais. Que j'étais devenu Bob le chef. Puis effectivement, moi j'étais cuisinier, comme j'ai compté, à partir de 15 ans, suite à un party au Giorgio. Puis j'ai fait ça pendant un bout. Travailler dans des restos familiales. J'ai balancé en dessous une job d'un skatepark pendant bien longtemps. Okay. Puis après, à la fin de ma carrière de skate, bref, je me suis cassé le bras en skateboard assez sévèrement. Puis ça m'a comme... Ça finit le skateboard. J'en ai encore tous mes amis skaters, même que je traîne encore les skateparks. J'amène mon kid à cette heure avec moi. Puis je m'y ai remis tranquillement, pas vite. Mais je veux jamais me recasser le bras et avoir mal de même dans la vie. Fait que j'étais allé à l'école de cuisine, puis de fil en aiguille, je suis devenu cuisinier. Même son nom est Bob le chef, c'est quand même drôle. Avant d'être Bob le chef, j'avais jamais été chef nulle part, j'étais juste cuisinier. Ce qu'on appelle un cuisinier de ligne. Cuisinier de ligne, ça veut dire quoi? T'es sur la ligne chaude, t'es avec le chef, t'es avec toute la gang, tu fais partie de la brigade, tu touches à tous les plats qui sont chauds, en fait. Okay. Mon poste exact, c'est entre métiers, c'est ça que je faisais. J'ai fait ça dans plusieurs restaurants. Fait que tu fais tout ce qui est pâte alimentaire, tous les légumes qui vont pour chaque plat principal, c'est toi qui est fait cuire. Okay. Fait que tu touches à tout, en fait. C'est vraiment un poste qui est le fun. Mais Bob, l'entremétier, ça n'avait pas comme le même zing que Bob le chef. Ouais. Puis éventuellement, en fait, non, c'est pas vrai parce que Bob le chef est arrivé comme en même temps que je suis devenu chef au Misto. Fait que c'est comme ex aequo, mais ça faisait comme 2 mois là, que j'étais chef cuisinier. Puis en fait, ce qui est arrivé, moi, ça me prend du temps. Là. Moi, je parle pas de stress, pas de stress. Mais je pense que c'est le but du podcast. Ouais. Oui, mais en fait, là, j'ai la chance de travailler dans 2 super bons restaurants. Un qui s'appelait le Méditerranéo, puis un autre qui s'appelait la Brunoise. Ils ont fermé à cette heure. À l'époque, c'était ce qu'on appelait là, c'était des hotspots à Montréal. C'était très bien connu. Mais c'était énormément de travail. Et je veux dire, pour un jeune homme de 24 ans qui aimait ça, qui aimait le nightlife, qui aimait sortir, qui aimait voir ses chums skaters, travailler 70 heures semaine, à un moment donné, ça en prend sur ton corps. Puis je me suis un peu tanné, en fait, de cuisiner quand j'avais à peu près 25 ans, puis j'ai complètement lâché le milieu de la restauration. J'ai lâché, en fait, pendant 8 mois de temps. Puis ces 8 mois-là, j'ai vécu ce que je pensais qu'il pourrait être comme mon dernier grab de l'adolescence, mais c'est pas vrai, je revis mon adolescence à tous 6 ans. Mais je pensais que c'était vraiment Fait que j'ai travaillé dans un skate shop pendant 8 mois de temps. Qui existe encore. Salutations aux boys du spin, gros merci. C'était vraiment les meilleurs moments de ma vie adulte, c'était ces 8 mois-là. Okay. Puis parce que je savais que, tu sais, j'avais 26 ans, je travaillais dans un magasin de skateboard. Je savais que c'était pas éternel. Là, je savais que mon temps était limité, puis que c'était la dernière fois que je faisais quelque chose de même. Fait que je n'ai vraiment profité. Vraiment, là, comme chaque jour, j'étais avec mes chums, j'avais du fun, puis j'étais payé, tu sais, pour vendre des souliers puis assembler des planches à roulettes. Fait que c'était quand même très trippant. Mais au bout d'un an, il fallait que je fasse d'autres choses. Puis j'ai comme essayé l'université, au travail de tout ça. Je devais devenir prof. Puis, je sais pas, ça a abandonné ce projet-là. Puis, j'ai retombé dans mes premiers amours. J'étais allé à la restauration, puis il y avait un resto qui s'appelait le Misto, qui cherchait un chef. Et j'ai rencontré le gérant. Puis, écoute, on a hit it off bien raide, puis je me suis relancé en cuisine. Puis, ce qui était le fun du Misto, c'est que tout a bien fait. C'était toute la bouffe maison, mais je me suis vite rendu compte, c'était comme un camp de retraite
pour des cuisiniers qui avaient travaillé dans du très haut de gamme puis qui étaient que 70 heures semaine. Puis là, on se ramassait là, on faisait quand même de la bonne bouffe, mais on travaillait 40 heures semaine. On était relativement bien payés parce que le restaurant, il était plein. C'était une institution, un bistrot dans le plateau Montréal à l'époque. C'était plein de chez plein à tous les soirs. Je veux dire, c'était beaucoup de jobs pendant qu'on était là, mais il y avait beaucoup de perks, on avait beaucoup de fun. Puis on pouvait vraiment, contrairement à beaucoup de restaurants, le patron, le propriétaire, il était extrêmement cool avec ses employés. Quand il t'aimait, bien sûr, mais il te laissait faire un horaire selon ton mode de vie. Fait que quand j'ai commencé Bob le Chef, il y a vraiment... puis gros merci à Paul, si jamais il écoute ça, Paul Soucy, que j'ai pas revu depuis la fermeture du restaurant. Il m'a vraiment aidé à avoir un horaire pour faire des tournages de Bob le Chef. Ben, c'est ça, au Misto, là, je suis alright, j'ai recommencé à cuisiner, mais là, j'ai goût de m'y mettre. J'ai goût de faire comme un side project. Puis j'avais Alexis et Mathilde, Alexis, justement, on en parlait au début, là, qui gère ma vie toujours à ce jour, et sa femme Mathilde, qui est mariée avec une de mes bonnes amies d'enfance, qui est mariée avec depuis 18 ans, je pense. Ça trahit notre âge un peu. Bref, c'est eux qui gèrent tout Bob le Chef depuis Day One. Puis même avant que Bob le Chef existe, ben, on se soupait ensemble les trois, puis on essayait de figurer comment qu'on pourrait jumeler, parce qu'ils étaient plus des spécialistes du web et cuisine. Puis on a pensé à beaucoup, beaucoup d'idées. Là, on est en 2005. Hein? Fait que le web, Facebook n'existe pas, YouTube n'existe pas. Fait que notre idée première, c'est de partir un site web puis vendre des recettes de soupe. Tu sais, genre, les 10 premières recettes de soupe sont gratuites, puis après ça, on t'en vend des bundles, genre à 1,99 pour 10 autres ou whatever. Puis là, après un bout, ben là, on se dit à la merch, tu sais, on pourrait vendre des chaudrons, des cuillères, des babelles pour faire de la soupe. Bref, on avait comme... On a abandonné le projet de soupe, bien évidemment. Mais attends, est-ce qu'il y avait des gens prêts à payer pour des recettes de soupe? À cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose de gratuit sur Internet. Tu sais, comme, oui, acheter... je pense qu'il y a eu comme une transition au début où le monde ne se sont pas rendu compte que tout serait gratuit sur Internet. Mais oui, tu payais pour des livres, tu payais pour de la musique, genre, tu sais, il y a eu... mais non, peut-être pas la musique. La musique, ça, c'est la première affaire qui a été piratée, mais il y a beaucoup d'achats en ligne de bébelles comme ça, puis on s'était dit que peut-être ce serait possible, tu sais, de faire ça. C'était une idée parmi tant d'autres. On a eu plein d'idées farfelues. Puis en fait, Alexis et Mathilde, à l'époque, faisait aussi... en fait, il était comme sur la fin d'une époque où il faisait des vidéos de skateboard. Mathilde ayant créé même un mouvement de skateboard féministe. Bon, en tout cas, peut-être que je me mets le pied en bouche, mais c'était des femmes qui faisaient du skateboard. Ça s'appelait les Skirtboarders. C'était malade, là. Puis, c'était un regroupement planétaire, là, au début du web, de filles qui se retrouvaient pour pratiquer leur sport préféré. Puis à ce temps, bon, les filles, on sait, il y en a autant qui font du skate que les gars. Mais encore une fois, en 2005, c'était un début d'un mouvement, tu sais. Fait que bref, elle avait de l'expérience en montage vidéo. Alexis aussi avait fait, il avait son propre branding déjà là, qui s'appelait le Island Crew, qui était une affaire de skateboard aussi. Fait que là, moi, je m'associais avec comme deux piliers du skateboard pour faire en fait, c'est Mathilde, un soir, elle dit « Chris, Bob, il y a une grande gueule, comme vous pouvez voir, j'ai une grande gueule. » Puis pauvre Léo, puis tantôt, il attend une pause, pour dire quoi. Non, je te laisse aller. Aucun stress. Mais Mathilde, un soir, elle dit « Bob, il y a une grande gueule, puis on a de l'expérience de montage vidéo. Pourquoi on n'essaie pas de faire un show de cuisine? » Puis j'étais comme « Bien, why not? On pourrait essayer. » Tu sais, fait qu'on est allé chez la mère Alexis, qui est maintenant chez Alexis, qui est maintenant où on tourne tous les Bob le Chef live ou les capsules ou whatever. Même il y a des pubs télé qui sont tournées dans cette cuisine au fil des ans. Et on est allé chez sa mère ce soir-là parce qu'elle avait la plus belle cuisine de la gang. Puis elle avait un îlot. Fait qu'on était comme ça va ressembler un peu à chez Ricardo, j'imagine. Puis on est allé là. C'est très drôle.
Parce que je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tu sais, il n'y avait pas d'intro, il n'y avait pas d'artifice, rien, mais je me suis comme mis en boule derrière le comptoir. Puis ce qui est devenu le fameux pop-up de Bob le Chef dans toutes mes capsules web, ça a été toujours ça. Là, comme j'apparais dans l'arrière du comptoir en sautant. J'ai fait ça. Ça, c'est quand même la première affaire que j'ai faite. C'est drôle, je le fais encore. Puis ce qui est drôle, par contre, c'est qu'on voulait appeler ça le carnaval culinaire de Bob. C'était ça le nom du show. Puis, qui était quand même un bon show. Tu sais, je sais pas, j'avais comme une idée de carnaval puis de grand roue dans l'intro. Je sais pas, je prenais de la drogue à l'époque. Qu'est-ce que je te dise? Mais, en fait, Alexis n'a pas pesé sur record sa caméra. Puis, ce qui est vraiment rare, c'est la seule fois qu'il a fait ça, lui aussi, en 16 ans qu'on travaille ensemble. Puis, il a dit « Fuck, tu sais, j'ai pas enregistré, tu peux-tu le refaire? » Puis, le premier take que tu as, c'est moi qui bitch. Puis, tu m'entends dire « Ben là, man, moi, je suis pas un comédien. Je sais même pas que j'ai dit dans l'autre shot. Je serais jamais capable de dire la même chose. » Puis, il dit « Gars, ferme ta gueule, Christo, accroupi à l'arrière du comptoir, pop-up, puis dis n'importe quoi. » Fait que je pop-up, puis je dis « Salut, bienvenue à l'anarchie culinaire. Mon nom est Bob le Chef. » Puis, tout le monde a fait comme wow, Bob le Chef, anarchie culinaire, Chris de bonne idée, man, c'est ça le nom. Puis c'est le même qu'on a inventé l'anarchie culinaire selon Bob le Chef. Puis après, on s'est mis à filmer du web, puis sans avoir d'attente de rien. Par contre, puis ça, c'est quelque chose, encore une fois, je ne veux pas dire que je prêche quoi que ce soit, mais je pense que les projets, quand tu fais de quoi pour le fun de ton cœur, tu sais, puis tu le fais vraiment, si tu tripes à le faire. Puis je dis, Web TV n'existait pas. Fait, le mot influenceur n'existait pas. Ouais. Fait, on n'aspirait pas à. On faisait juste faire notre trip et avoir du fun. Puis je pense des fois, c'est là que. Bon, je ne veux pas dire que les meilleures choses arrivent, je ne veux pas dire que mon show c'était le meilleur. Mais tu sais, je pense que c'est là que tu as des meilleurs résultats quand tu n'as pas d'attente. Souvent, c'est là que ça se passe. Oui, ben c'est ça qui est spécial parce qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes de mon âge, ils savent que c'est une job, que ça peut être une job de faire du web. Ouais. Fait que peut-être qu'on se met des attentes trop hautes. Ben, ça dépend. Je veux dire, en même temps, quelqu'un pourrait me dire, ouais, moi, quand j'ai commencé à cuisiner, je cuisinais pour le fun. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à cuisiner, ben, je voulais que Robert James Penny soit le global domination de la cuisine, tu sais, puis que Gordon Ramsay travaille pour moi. Ben, tu sais, puis tu vois, c'est pas arrivé. Fait que peut-être, j'aurais dû cuisiner pour le fun. Mais je sais pas, peut-être qu'on se met des attentes trop hautes. En même temps, c'est correct d'avoir des attentes dans la vie. Puis de vouloir quelque chose. Puis tu sais, je vais t'admettre que, tu sais, je me souviens vraiment des débuts de Bob le Chef. Puis, je pense que quand ça a comme commencé un peu, puis quand le monde, ils disent « Hey, c'est le fun, qu'est-ce que tu fais? » Je pense que tu commences à croire qu'il y a peut-être un potentiel que quelque chose y arrive. Ouais. C'est vrai que c'est correct aussi de te fixer des buts. En même temps, j'ai toujours dit, c'est très drôle parce que quand tu commences à être connu, c'est important d'essayer de garder les pieds à terre. Moi, je me souviens les premières fois que le monde me reconnaissait comme dans le métro pour quelque chose. Boy, man, comme vraiment, je sortais ma tête du wagon, là. Mais tu sais, je me trouvais tellement cool. Je pensais que j'inventais de quoi de nouveau. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais juste un cuisinier sur le web. Mais ceci étant dit, tout ce qu'on fait, c'est en fait, tout ce que tu fais dans la vie, je pense, là. Bon, là, j'ai l'air born again, mais tu sais, tout ce qu'on fait dans la vie, je pense que c'est un apprentissage de quelque chose. Puis je veux dire, je regarde ce que je faisais il y a 16 ans sur Internet, puis je pense que tout le personnage au complet a évolué. Moi, pas juste le personnage, moi dans la vie aussi, c'est sûr, j'ai pu les mêmes valeurs, puis le même rythme de vie à 44 ans que j'avais à 28. Ouais, mais je trouve que il y a un truc cool avec le fait de... Tu sais, toi, t'avais quel âge quand tu as commencé vraiment à te filmer et à te mettre ça sur Internet? 28 ans. J'avais 28 ans quand... OK. Mais je trouve qu'il y a un truc cool. Comme moi, j'ai commencé à 12 ans. Puis je trouve qu'il y a un truc cool d'avoir des archives de toi d'il y a fucking longtemps. Je trouve ça cool. Ah non, mais c'est fou, même, je veux dire...
les générations après, même mon kid, je veux dire, je regarde ça, il y a 11 ans, je veux dire, c'est fou toute la vidéo déjà que j'ai de mon kid. On pourrait faire un long métrage sur sa vie, puis sa vie est plate, là. Je veux dire, il va juste à l'école primaire, puis au skatepark. Excuse-moi, mais il est en congé aujourd'hui, il est dans l'autre chambre. Mais je veux dire, c'est capoté, tandis que moi, il y a toute une époque que j'étais au secondaire, skater, puis je me teignais les cheveux de plein de couleurs, puis ma mère, ça la mettait en crise, fait qu'elle s'arrangeait que je ne faisais pas des photos de Noël. Fait qu'il y a zéro archive. Tu sais, je pense que j'ai pas une photo de moi avec les cheveux bleachés, puis j'ai les cheveux blonds, comme de secondaire 3, secondaire 5. En même temps, merci d'avoir aucunement documenté moi avec des cheveux bleachés. Ça ferait juste des mauvais throwback Thursday sur Instagram. Mais aujourd'hui, là, mettons que ton gars, il rentre dans la chambre avec les cheveux bleachés, là, tu vas-tu prendre une photo? Je pense que c'est complètement différent. Je dis, ma mère est née dans les années 40, dans les années 50. Puis moi, j'ai grandi dans les années 90. Fait que mon kid, à cette heure, il y a plus un partage. J'écoutais pas de musique avec ma mère. Mon kid, on s'assoit le soir sur le balcon l'été, puis on a chacun nos iPhones, puis on se fait écouter du rap. Lui, il me fait écouter du trap. Moi, je fais écouter du Wu-Tang. Puis là, on compare le vieux au nouveau. Puis j'ai dit tout le temps, il faut pas que tu dises le mot en N, puis prends pas de drogue. C'est ça, c'est nice, ça. Dans tout ça, là. C'est exactement. C'est nice. Puis comment tu es passé de chef dans des restaurants à 100% Bob le chef sur Internet? Ah, écoute, je parlais du Misto, comment il avait donné un coup de main dans les débuts. J'ai été longtemps avec ce groupe de restaurateurs-là. J'ai parti à un autre restaurant même avec eux qui s'appelait le Roméo. Okay. Ça, c'était vraiment intéressant pour moi. C'est le premier menu, justement, que Robert James Penny mettait son nom dessus. Mais malheureusement, Bob le Chef, c'était trop connu, fait que le menu, c'était par Bob le Chef. Puis je commençais, justement, là, à gagner un peu de popularité. En fait, c'était comme un genre de popularité un peu underground. Beaucoup à l'époque, là. Tu sais, justement, les débuts du web puis tout. Fait que, non, puis c'était vraiment une belle expérience de travailler pour eux autres, puis de partir ce menu-là, puis travailler. Fait que j'ai fait plein de restos. Balancer les deux. J'ai même eu un bar au travail de tout ça. J'ai été propriétaire de bar qui pourrait être un podcast en lui-même, mais heureusement, je me rappelle pas de. Il s'est passé trop d'affaires cette année-là. Fait que on peut pas tout compter ça, c'est pas racontable. Mais bref, comme je travaillais au Misto 5 ans, j'ai eu un bar pendant 1 an. Puis mon bar a fini. Puis je me cherchais, il fallait que je me trouve un job, tu sais. Je ne fais pas assez de sous avec mon projet web. Fait que je suis retourné au Misto, puis Paul m'a accueilli les bras ouverts, puis encore une fois, c'était encore plus hot. Je travaillais juste 3 soirs semaine, fait que, tu sais, je travaillais les dimanches, lundi, mardi, j'avais le reste de la semaine à vraiment travailler. Okay. Mon autre projet, Bob le Chef, fait que, je mettais vraiment des bouchées doubles. Mon équipe, surtout, mettait des bouchées doubles. Je disais, faire des démos un peu partout au Québec. C'était vraiment une époque le fun. Pour vrai, là, je partais là, en autobus voyageur. Puis ça fait pas longtemps que j'ai mon permis de conduire. Puis vraiment, en autobus Orient Express, puis vraiment, j'avais comme 2 valises, une avec des chaudrons, une avec de la bouffe, puis un sac à dos avec juste assez de linge pour le week-end, puis de tablier. Puis tu sais, j'allais n'importe où, là, Côte-Nord, name it, là, j'avais pas peur. Puis on a fait ça pendant un bout. Puis écoute, un moment donné, le Misto a fermé. On a essayé toutes sortes d'affaires. On a même pensé racheter le restaurant, tous les employés ensemble. Puis au final, on a juste laissé ça. Le restaurant est juste, c'est éteint. Puis je t'admets, ça a été une grosse année d'inquiétude pour moi parce que j'ai quand même été cuisinier pendant 20 ans de ma vie. Puis mon partenaire Alexis, il a vraiment mis une bouchée double. Il a rappelé tout le monde que j'avais travaillé avec, tu sais. Puis il m'a booké plein de contrats, puis on n'a jamais regardé en arrière depuis. Puis on fait vraiment juste Bob le Chef à cette heure. Tu sais, il y a une grosse facette que je pense beaucoup de gens ne voient pas. Il y a beaucoup de corpos. Bon, c'est sûr, tout le volet corpo a pris le champ un peu là, dans la dernière année. En même temps, de notre côté, ça nous a fait du bien un peu de pouvoir... Tu sais, parce qu'on passait d'un projet à l'autre. Là, moi, j'ai passé, même on se dit, ça a l'air facile. Je travaille aussi fort sur Bob le Chef que quand je travaillais 60 heures dans des cuisines. Je veux dire,
il a se déplacer, faire le démo. Ouais. Et devant 150, 200 personnes à faire de la bouffe, il faut que tu t'assures de ne pas oublier un ingrédient. Il y a un certain stress là-dessus. Il faut que tu te rappelles de tes jokes. Ouais. Si tu te brûles devant la foule, il ne faut pas que ça paraisse. Il faut que tu continues. Il y a toutes sortes de petites affaires comme ça là, qui font que la job. Puis, entre tes démos, tu fais jamais la même chose. Tandis qu'une job routinière, ça devient un peu une routine. Puis, des fois la routine, c'est le fun. Ça, c'est quelque chose, des fois, je m'ennuie. Je fais jamais la même chose. Je passe d'un show de TV à un démo, à une entrevue radio, à un podcast, à développer du contenu pour mon site web, développer du contenu pour une compagnie, aller tourner une pub. Fait que, c'est jamais pareil. Puis des fois, au début, je pense que c'est quelque chose, tu peux te perdre là-dedans. Il y a une espèce de tourbillon que tu ne sais pas comment t'agripper. Fait que la pandémie, ça m'a un peu aidé pour ça, de se concentrer, faire un projet à la fois, voir c'est quoi le prochain projet, prendre une couple de jours aussi entre des projets, respirer. Mais je trouve que le fait, pour un créateur de contenu, le fait de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, je trouve que c'est vraiment hot, puis ça te donne puis c'est un luxe, là. Tellement, puis j'ai la chance de travailler avec du monde tellement différent, mais tout le temps intéressant. C'est quelque chose qui est... Puis je fais encore chef invité des fois dans les restaurants, fait que j'ai encore la chance de te toucher à l'expérience parce que on dit souvent que les cuisiniers prennent de la drogue. La plus grosse drogue, c'est le rush d'adrénaline que tu as en cuisine. Tantôt, tu disais que c'est stressant. Mais justement, moi, ce stress-là, il me manque. J'en parlais l'autre jour, ça fait comme 4 ans que j'ai pas pogné les nerfs. Comme vraiment, pour pogner les nerfs, mais comme, quand je dis pogner les nerfs, comme pitcher le poêlon, là, pogner les nerfs. OK. Aller dans la ruelle puis démolir une boîte de carton parce que je suis en crise, ça m'arrive jamais, ça, à cette heure. Ça n'arrivait pas full en cuisine. J'essayais d'être... je veux pas être un gars qui est un tortionnaire non plus. J'essayais d'être un chef gentil. Mais justement, avec tout le stress, des fois, tu pètes aux frettes. Là, OK, tu fumes même pas, tu sors dans la ruelle, tu fumes une cigarette, ça goûte bon en plus. T'es comme, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de bon sens. Mais ouais, ça m'arrive plus, pas à tout. Puis c'est drôle. On dirait que je m'ennuyais de ça l'autre soir quand je m'en ai rendu compte. Il y a un film que j'aime, que j'ai vu, qui est comme je pense pas que c'est sur l'univers de la cuisine, mais c'est le film. J'étais en train de faire la recherche pendant que tu parlais. À vif. OK. C'est avec Bradley Cooper. Ça te dit quoi, alors, ça, ce film-là? Ça me dit de quoi, ça? Le synopsis, c'est plus qu'un grand chef, Adam Jones est une rockstar de la cuisine, couronné par 2 étoiles au guide Michelin, grisé par le succès arrogant, capricieux, l'enfant terrible de la scène gastronomique parisienne, sombre dans l'alcool et la drogue. Quelques années plus tard, il a retrouvé la voie de la sobriété, entouré de jeunes commis et chefs de parti. Il relance un restaurant londonien déterminé à obtenir le Graal de la gastronomie, une 3e étoile. Ce serait une bonne intro pour une musicographie, comme dans le temps. C'est après la pause, ils sont dans l'enfer de la drogue et l'alcool. Mais je me souviens de ce film-là. Puis moi, je soupçonne que Bradley Cooper, il a tout cuisiné et plat dans le film. Parce que Bradley Cooper, il n'y a rien qu'il ne fait pas. À mes yeux, à moi, Okay. Non, mais écoute, c'est drôle qu'on parle de lui. L'autre soir, j'écoutais TV5, puis je suis oh shit, Bradley Cooper, il était comme un talk show à TV5, tu sais. Il parle français, sacrément. Hein? Il parle français, il parle espagnol, il parle anglais, il est beau, Il parle est bien drôle. français? Je soupçonne qu'il s'est pogné Lady Gaga. OK, comme, yo, y a-tu quelque chose que Bradley Cooper n'est pas capable de faire? Sérieusement, là. Mais c'est hot. Il parle bien français. C'est comme le George Clooney de la prochaine génération. Il parle-tu bien français? Il parle très, très bien français. J'étais Hein? sidéré pour vrai, là. C'est un surhomme. Il fait partie de la catégorie des genres de hommes super-héros dans mon livre à moi, Bradley Cooper. Il vient d'où, Bradley Cooper? J'ai aucune idée. Ah bon, OK, m'a checké. Hey, Bradley Cooper parle français. Hey. Ouais. Non, c'est Mais quand même... j'avais vraiment aimé ce film-là. J'ai aucune idée pourquoi, mais je trouve qu'il est juste intéressant. Je trouve. Tu sais, c'est vendredi.
Peut-être pas pour vous qui écoutez le podcast, mais pour nous qui l'enregistrons. Et je vais peut-être me claquer ça ce soir. Je vais me le remettre, justement. Là. Des fois, ça m'inspire des films de cuisine. Ouais, et il vient de Philadelphie, en Pennsylvanie. Ah, la maison... la maison du français. Philly Cheesecake. Philly Cheesesteak, mon Dieu, j'ai dit cheesecake. Bref, c'est ce que je veux dire. Mais ouais, Bradley Cooper parle français. Hey, ça, tu viens de m'apprendre de quoi. Puis, et voilà. Est-ce qu'il a déjà fait un film en français? Penses-tu que c'est lui qui double sa voix? Je pense pas qu'il double sa voix, par contre. OK. Fait qu'il fait pas tout. Pas. Mais ouais, Bradley Cooper parle français. Ça m'a... excuse-moi, je vais m'en remettre. Genre, on a parlé un peu de films. Est-ce qu'il y a des films que t'aimes? C'est quoi? T'es-tu plus film ou série? Je suis aux deux. J'aime. Ça dépend du temps que j'ai. Pour vrai, là, les séries, c'est plus. En fait, j'essaie d'être livre, OK, au départ. Okay. Comme j'ai, mettons, 2 semaines de vacances par année que je peux vraiment être seul. T'sais, pas de garçon, pas de rien, où je décroche. Puis c'est parce que pour moi, écouter une série ou un film, c'est sur mon laptop. Puis là, ben, mettons, je me suis loué un petit chalet à quelque part où souvent, j'aime beaucoup camper. C'est quelque chose que j'ai découvert depuis que j'ai une voiture. Fait que j'aime bien ça, comme sacrer mon camp puis camper tout seul à des places random. Puis juste avoir la paix. Puis, ben, ça, t'as pas l'Internet, fait que je lis des livres. Ça, c'est, je lis de tout. Je lis des biographies. Justement, là, je viens de finir. Si tu regardes chez nous, je veux dire, là, je suis en train de lire comme tout un road trip de Che Guevara. Puis, je suis en train de lire. Je suis un gros fan de True Crime. Je suis en train de lire L'œil ouvert de Victoria Charlton. Oh, ouais. Je dis son nom comme faux. Je l'ai rencontré une fois, elle m'a donné son livre super fin. Puis je suis un gros maniaque de True Crime. Ça, c'est quelque chose, tu sais, dans les séries, moi, j'écoute une série qui s'appelle 48 Hours Mystery. Puis j'écoute ça avec mon fils en plus, là, comme c'est quasi religieusement. On est gros fan de True Crime. Puis sinon, écoute des films, j'écoute de tout. Tu sais, j'aime ça déconnecter. C'est quoi? Attends, je te relance. Ces temps-ci, là, j'écoute une série sur Netflix. Puis j'oublie tout le temps le nom. C'est une série britannique de la BBC. Que je vais vous dire exactement le nom. De titre, ça s'appelle People Just Do Nothing. C'est une série sur un rapper et son DJ qui ont une station de radio pirate à Londres. Et quand on dit People Just Do Nothing, ben c'est ça, ils ont tout le temps. Eux, ils ont l'impression qu'ils sont bien occupés. Mais à part de fumer de la dope et procrastiner, ils font rien dans la vie. Ils sont attachants, ils sont un peu épais, les personnages de la série. Puis j'identifie bien du monde dans ma vie passée qui pourrait vraiment être ces personnages-là. J'espère qu'ils ne se reconnaissent pas, ces gens-là, en écoutant le podcast. Mais bref, c'est hilarant, pour vrai. Fait que je suis là-dessus ces temps-ci. Mais une série, j'aime ça m'investir. Fait que faut que j'aie du temps. Tu sais, si j'ai une journée de congé dans ma semaine, puis j'ai du lavage, puis toutes sortes de tâches adultes à faire, je vais me claquer plus un film que des... Yeah. OK. Ouais, comme check, film, magazine, série, livre. Tu sais, quand t'as le temps, t'écoutes une série, tu lis un livre. Quand t'as pas le temps, t'écoutes un film ou tu lis un magazine. Moi, je lis pas de livres. J'en ai quelques-uns, mais je les ai jamais lus. Ils tiennent ton divan. Ils chiment le divan. Mais pour les séries, moi, quand que je découvre une série, j'embarque à 100%, puis demande-moi rien. Tu sais, la dernière série que j'ai découverte, c'était sur Netflix, Sick Note. OK. C'est avec le Ron dans Harry Potter. OK. Dans le fond, c'est un gars qui se fait diagnostiquer un cancer, mais finalement, son médecin s'est trompé. Mais il continue de faire croire au monde qu'il a un cancer parce que tout le monde est gentil avec lui. Puis là, à un moment donné, son ami, il couche avec sa blonde. Puis là, lui, il arrive dans l'appart. Puis là, son ami tombe de la fenêtre. Il meurt.
Là, il appelle son médecin. Ouais, tu m'as diagnostiqué un cancer. C'était pas vrai. Tu m'en dois une. Puis là, son médecin, il l'aide à camoufler le crime. Puis là, c'est une comédie fucking drôle. OK. Je prends ça en note, pour vrai, là. Yeah! Mais ou sinon. Ça change des séries, moi, j'aime ça au bout. Ouais. Mais ou sinon, c'est tough pour moi d'en trouver une bonne. Mais tu sais, je pense qu'avec l'année qu'on a passée, tout le monde a tout écouté en plus. Ouais. Quand j'ai écouté The Wire, qui est une télésérie qui est très dure à écouter, c'était comme, si tu check même sur IMDb ou Rotten Tomatoes, c'est comme une des séries les mieux cotées. Mais c'est une série sur la vente de stupéfiants. Dans une grande métropolitaine, ce qui peut sembler que, ah ouais, malade, mais en fait, on te fait vraiment vivre le calvaire de ce que c'est de vendre de la drogue. Tu le vois que c'est... Non, mais souvent, puis c'est ça que j'aime de cette série de Wire, souvent les films... tu sais, monsieur, quand j'étais jeune, on a écouté les films de gangsters ou whatever. Tu sais, ils glorifient tellement ça, tu as le goût de ne pas être le policier, d'être le criminel, tu sais, quand le film finit. Mais The Wire, t'es comme... Sacrement, ça a l'air plate de vendre la drogue, tu sais, comme il fait moins 20, il est à pluie verglaçante, il n'a pas le droit de bouger de là, comme c'est vraiment chiant sa vie, là. Mais c'est parce qu'à écouter aussi, c'est un peu chiant, parce que tu passes comme un bon bout avec le gars dans ses pensées en pluie battante, tu sais. Fait qu'il faut vraiment que tu t'investisses dans ce genre de série-là. Mais ça, tu vois, pendant la pandémie, j'ai écouté, je l'avais déjà vu ça, mais je l'ai réécouté au complet. Puis j'ai même lu le livre sur la télésérie pendant la pandémie, comme tout le making-of. Si vous trippez d'ailleurs, là, c'est malade parce que ça a été tourné à Baltimore. Puis il y a beaucoup de figurants qui sont des vrais gens de la rue. Ils ont engagé pour vraiment là, donner l'effet réel. Puis même certains acteurs principaux de la série, c'est du monde qui ont ramassé sur le fly là, dans les rues de Baltimore. Puis en tout cas, c'est très bon. Sinon, je pense que la meilleure série que j'ai vue, c'est Fargo. Écoute, moi, je l'ai dit, j'ai 44 ans, avec le film Fargo, il est dans les années 90. Je veux dire, 20 ans après, on sort une série, tu te dis, ouais, une série sur un film culte, ça sera pas bon, puis c'est comme aussi bon, sinon mieux que le film. Fait que c'est mes deux séries de choix, Fargo et The Wire. Mais ce que tu viens de dire sur The Wire, les vendeurs de drogue, ça m'a fait... je viens juste de penser à ça. Ça m'a fait penser à une idée de télé-réalité. Tu pognes 5 personnes qui connaissent rien à la vente de drogue. Tu les mets dans un quartier différent chacun. Puis celui qui fait le plus de cash en 6 mois gagne le concours. Écoute, c'est un genre de celebrity apprentice de la rue. Hein? J'aimerais voir qui animerait ça. Le choix d'animateur serait génial dans l'émission de même. Mais yeah, let's go. Je pense pas que ça serait une bonne idée. Je pense que le monde se ferait gonner puis je pense pas. Je pense aussi que le show serait flagué. Parce que c'est un peu basé sur l'exploitation humaine aussi, la vente de stupéfiants quand tu t'arrêtes et tu y passes. Tu sais, il y a quelque chose de moralement pas correct dans ça. Fait que, yeah. Je verrais pas m'arrimer à animer ça. On va garder l'idée pour le web. C'est peut-être plus un show de web qu'un show de télé. Oh my God. Mais t'écoutes-tu pas mal de télé-réalité, genre OD and shit? Ah, man. Oui. On dirait que tu te méprises toi-même d'écouter ça. Vraiment. Écoute, j'écoute les... j'ai arrêté d'écouter les soirs de semaine. Okay? J'ai écouté OD, puis j'ai écouté Jay du Temple, cool dude. Pour vrai, je l'ai rencontré 4-5 fois dans ma vie. Tellement un bon gars, pour vrai. Puis je suis content pour lui, il est bon animateur. Je trouve ça cool, justement, il met un côté humain là-dedans. Des fois, il choque mal après les concurrents. Ça me fait rire quand il fait ça. Mais tu sais, je veux dire, OD, ça commence quand même à 6h30. Si t'écoutes OD Extra, ça finit à 9h. Je veux dire, je viens de te consacrer 2h30 de ma semaine. Et c'est pas vrai que je vais écouter les soirs de la semaine aussi. C'est too much. Mais j'aime ça, parce que des fois... Puis Big Brother, je me suis dit, je vais aller pareil. Puis tu vois, Big Brother, est-ce que j'étais déçu? J'aurais aimé ça que ça dure au moins 90 minutes le dimanche. Okay? Je trouve. Puis souvent, les défis sont longs. Fait qu'il y a un défi, un peu de blabla, un peu assez de backstabbing à mon goût. C'est fini, tu sais. Mais tu vois, il y a une couple de semaines,
C'était malade. Pour vrai, je suis vraiment heureux. Ça fait plein de podcasts que je demande à mes invités s'ils écoutent Big Brother, puis ils me répondent non. Mais là, je suis heureux parce qu'on va pouvoir en parler. Non, on est dedans, là. OK, puis il y a une couple de semaines, il y a eu toute l'affaire avec j'oublie son nom. Camille et Kevin? Camille et Kevin, carrément. Mais tu vois, le fun de ne pas l'écouter la semaine, c'est que tu sais pas ce qui arrive. Puis là, j'étais sur un plateau de tournage le samedi. Puis là, c'est comme, même question, tu sais, t'écoutes ça, toi, Big Brother Canada? Ah ouais, tu dois, Big Brother Célébrité. Il n'y a personne non plus qui s'est rendu compte que ça fait BBC. En tout cas, bref, c'est tout autre podcast. Mais ceci étant dit, on en parle, puis tout le monde est comme, yeah, man, ça va être fou demain! Puis moi, j'ai aucune idée de ce qui arrive. Fait que là, je vais t'admettre, ce soir-là, tu sais, j'étais arrivé chez nous, puis là, je l'ai écouté. J'avais hâte de l'écouter en plus. Là, je voulais voir le backstab en question. Puis le pire, c'est que tout le monde fait un gros drame là-dessus, que c'est pas correct. C'est ça le but du jeu, ouais. C'est ça le but du jeu. Puis, man, écoute, au moment que le podcast va sortir, peut-être que le gagnant sera décidé. Mais ouais, c'est sûr que ça va être décidé. Ton podcast sort en juin, man. Yeah, non, mais j'espère qu'elle gagne, OK? Parce que moi, je trouve qu'elle a vraiment fait ce qu'il fallait faire. Elle a joué la game, elle a brouillé les cartes, elle est revenue, elle a gagné la rédemption. Cette fille, c'est une queen. Let's go, girl, comme girl power, man. Moi, je veux qu'elle gagne, absolument. Puis écoute, tu sais, écoute, Kevin, t'aurais dû quitter en Lyon. T'aurais dû quitter en Lyon, en OD, man. OD 2, c'était too much pour toi, man, tu sais. Puis rien, écoute, ça enlève rien. OK? Puis là, envoyez-moi pas des affaires puis me dire t'aimes pas Kevin. Je l'aime, Kevin. Je vais dans un bar, je vais être excité de le rencontrer, puis je niaise même pas. Je vais vraiment être excité. Je suis genre là, je vais prendre un selfie avec, poster ça sur Instagram. Les bars sont pas ouverts, on va faire un selfie à distance. Inquiétez-vous pas, tout le monde va être correct. Mais surtout qu'on sait pas qui French Kevin. Là, je veux pas. Quand même pas Clairement pas Camille. Il y a 2 mètres, ce gars-là. C'est pas vrai. Mais ceci étant dit, je triple là-dessus. Mais pas trop. Tu sais, à petite dose. Puis ça a tout le temps été le cas. Je veux dire, Love Story, c'était la même chose. J'écoutais le Loft. Le gars-là, c'était interminable le dimanche soir. Ça durait comme 4 heures de temps, je pense, Love Story. Il y avait des panélistes, une sexologue, man. C'était incroyable. Puis, justement, ceux qui sont assez vieux pour se rappeler du Love, il y a Sébastien qui a gagné Love Story à 2 reprises, qui a gagné en faisant croire à tout le monde qu'il avait été faire les auditions, puis qu'en revenant, il avait été faire les auditions avec sa blonde, puis en revenant, il avait eu un accident de char, puis sa blonde est morte. Sérieux? Yeah! Puis on le prend pitié, puis il s'est rendu en finale, puis comme premier confessionnal, il rentre, puis comme, ils m'ont tout cru, et même pas, j'ai même pas de blonde! Puis je suis comme, oh! Malade. Attends, c'est quoi son nom? Je veux retrouver ce moment-là. Écoute, Sébastien, Love Story, c'est facile à trouver. Il a été c'est pas la saison qui a fait les Love Story All-Star, c'est l'autre saison. C'est la saison qui a gagné, puis que TQS a fait faillite, puis qu'ils n'ont pas remis son prix. Ça, c'est une histoire vraie de la télévision. C'était quoi les prix? Ah, c'était un esti de gros prix. Là. Il gagnait comme 50 000 $ cash, puis je pense une maison. Puis le poste de TV a littéralement fait faillite. Fait qu'il n'y avait pas. Il était sur la liste des créanciers qui a attendu son prix. Puis je ne sais pas s'il l'a eu, je ne sais pas comment ça a fini, tout ça. Mais c'était connu là, au public, là, cette histoire-là. C'est pas un scoop. Non, c'est pas un tant gros scoop. Mais pour revenir à Big Brother, moi, c'est Jean-Tom que je veux qu'il gagne. J'entends, mais il est top. Il est très fin. Ouais. Mais j'aime Richardson aussi. Il est comme. Richardson, c'est le gentil gars de la place. Là. Aucune malice, tout le temps une bonne joke. Tu sais. Puis, tu sais ce que j'aime des télé-réalités? C'est se faire, je sais pas, se faire sortir le P de moi. J'avais un préjugé contre François Lambert. En fait, OK, je pense que François Lambert polarise beaucoup les gens. Ça, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ouais. Moi, j'ai la chance, je le connais personnellement dans la vie. J'ai déjà travaillé avec. Je le trouve quand même sympathique. Je ne le vois pas tous les jours. Puis tu sais, je me cache pas le dire, j'ai la même conversation, je le croisais dans la rue. Mais tu sais, il a fait des propos les dernières années que, en accord ou pas en accord avec, moi, je suis plus genre comme mets toutes tes crises d'affaires. Ça doit regarder. Non, mais des fois, tu sais, le débat, c'est pas pour nous autres. Tu sais, c'est. Je veux dire, laisse ça à ceux que ça concerne. Tu sais, c'est. Je veux dire, on parle de monde qui essaie de se nourrir.
toi, t'es comme tu t'auto-proclames millionnaire, tu donnes ton opinion, peut-être pas le meilleur gars pour Mais faire c'est ça, ça. moi, avec Big Brother, j'ai commencé à l'aimer. Moi, François, là? Moi, avec, là, c'est malade. J'aime Frank Lambert. J'ai hâte de le recroiser et de dire, man, Frank, t'étais fou, man, est-ce dans Big Brother? fait que, yeah, ça fait. Je suis mitigé sur comment je file en dedans de moi-même. Là. C'est. Ouais. Yeah. C'est qui t'appelle plus ses nerfs dans Big Brother? Ah, personne ne tapait ses nerfs. J'ai aimé tout le monde. Sans niaiser, j'ai trouvé que le monde sont partis dans le bon ordre. C'est. Ah ouais? Yeah, vraiment, là. Non, j'ai trouvé que le jeu. Il y a beaucoup de monde au début. Je pense que ça a pris du temps avant que ça start. Le monde sont allés un peu. Ils marchaient sur des œufs, ça n'a pas trop. Mais non, pour vrai, là. J'ai tout aimé, j'ai adoré la saga. Moi, j'ai regardé Toops puis Varda pendant plus longtemps. Moi, c'est plus de ma génération, Marie-Chantal Dupin. Tu sais qu'elle va éventuellement dire de quoi de comique. Puis Varda, je la connais personnellement, j'adore son énergie. Elle n'a aucun filtre. C'est une genre de diva autoproclamée. J'adore ça, pour vrai. Puis je trouvais que ça me mettait bon, OK, c'est un mot qu'on utilise beaucoup là, ces temps-ci, mais il y avait vraiment chapeau à conception de Big Brother. Il y a vraiment, on parle beaucoup de diversité, là. Je trouve qu'ils l'ont fait sans qu'on sente que ça soit fait. Souvent, des fois, on parle de diversité, puis je trouve que on essaie tellement de le faire qu'on est comme, mais là, ça paraît là, qu'on essaie d'inclure de la diversité. Tandis que dans ce show-là, c'est une belle diversité naturelle de gens qui sont retrouvés puis qui nous ont fait vivre des sensations vraiment fortes pour vrai. Parce que moi, mes colocs n'écoutent pas de télé-réalité. Parce que vous sachiez, je partage comme j'ai une maison à la Tuque. Je loue une chambre à Montréal avec des colocs pour quand je fais mes contrats. Puis j'allais avec mon chum d'enfance puis sa blonde. Puis eux n'écoutent pas de télé-réalité. Et les soirs que j'étais à Montréal, enfermé dans ma chambre, et j'écoute ça avec mon laptop, ils cognent à la porte, ils sont comme... Qu'est-ce que tu fais, man? Parce que tu cries depuis tantôt, tu hurles. Alors, moi, je pitch des bas, man, des affaires, man, à mon ordi, comme ça me met dans tous mes états. Écoutez ça. Est-ce que tu t'aurais participé? Jamais de la vie. Jamais, man. Non, si vraiment ma carrière est sur le déclin, il y en a qui font Big Brother, moi j'ai 2 mots sex tape. Non, c'est pas vrai. Je ferai jamais ça non plus. Mais non, tu sais, c'est la chance d'être cuisinier. Si jamais mes affaires vont mal, je peux être cuisinier. Ouais. Fait que je retournerai. Puis même, je dis souvent, j'aimerais ça peut-être retoucher à ça. Okay. Mais après, je me dis non, jamais. Moi, je sais pas, tu sais, j'aurais jamais fait Big Brother célébrité, là, mais mettons qu'on me le demande, Chris, 7000 par semaine. Je suis qui pour dire non à ça? All right. Oui, mais il faut que tu comprennes. En fait, l'affaire, c'est que tout le monde qui est en Big Brother célébrité sont dans l'Union des artistes, fait qu'ils sont protégés par le syndicat, fait qu'ils sont obligés d'être payés un minimum par jour. Puis, tu sais, sur 24... En tout cas, ils sont payés 24 heures par jour. Fait qu'ils répartissent ça, ils sont payés comme 50$ de l'heure, un peu moins que ça, j'imagine, là, que ça donne là, pour être là-dedans. Mais ceci étant dit, je ne suis pas sûr comment ça fonctionne, mais je pense, je ne veux pas divulguer un scoop, mais si tu participes, je pense que c'est important de le dire, par contre, si quelqu'un veut s'inscrire, si tu t'inscris dans Big Brother non célébrité, hein, Big Brother, mettons, Big Brother Québec, hein, ben, t'es pas protégé par l'Union des artistes, fait qu'on te donne genre le minimum, puis je pense que c'est... il me semble dans OD, là, ils font quelque chose comme... c'est 600, me semble, par semaine. Non, même pas. C'est moins que ça. C'est moins que ça. Pour vrai, là, c'est un montant forfaitaire. Je ne peux pas dire un mot qui n'existe pas, ce qui m'arrive. Je pense qu'ils te donnent juste de l'argent pour que tu puisses payer ton loyer pendant que tu es là-bas. Fumer du crack quand tu sors de là puis oublier que tout cet épisode-là, non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que... C'est vrai que vu que c'est Big Brother célébrité, c'est plus d'argent que normal, mais il me semble que c'est Varda qui a dit que c'était plus que 7000 parce qu'il ne comptait pas les
les heures qu'ils font à vrac à chaque jour? Ah, écoute, rendu là, il faut que tu sois dedans. Il y a beaucoup de Ouais. paliers là-dedans. Ouais. Là. C'est pour ça que tout le monde devrait avoir un Alexis comme moi, pour ça qu'il y a ces affaires-là. Mais Ouais. bref, j'aime beaucoup écouter Big Brother, mais je me vois bien mal être là-dedans. Puis c'est drôle, moi je parle beaucoup. On l'a déjà dit, je pense que ça paraît aussi. Mais je parle beaucoup quand c'est le temps, puis quand je vais dans des places de même où ma job, c'est de plus être comme. En fait, non, là, on me paierait pour parler aussi. Mais mettons, je vais dans un party, je suis le gars le plus tranquille. C'est ça qui est fou. T'sais, mais quand c'est ma job de parler, ben c'est ma job, fait que je me ferme pas la gueule. Mais mettons que l'équipe de Big Brother t'avait appelé pour que tu viennes faire un souper, mettons. Comme un one-time deal! Ouais. Ouais, c'est sûr, j'y vais. C'est sûr, j'y vais. Là. Je veux voir c'est fait comment dedans. Je veux voir sont où les caméras. Je veux. Tu sais, je veux. Ça pue-tu dans l'espèce de bungalow qui vivent dedans? Je veux dire, Chris, non, mais ils sont quand même beaucoup d'humains dans une maison. Je veux dire. Ah, mais c'est une crise de maison, là. Oui, mais il y a comme une espèce. En tout cas, je serais curieux de tout voir les dessous de tout ça. Écoute, moi, ce que je rêve, tu sais, laisse faire Big Brother. Big Brother, ça se passe genre à Sainte-Adèle. Là. Moi, je veux aller genre en Australie, cuisiner un souper romantique pour des participants d'OD avec Jay, avec ses. Ben, il n'y a plus de cheveux, il y aurait les cheveux dans le vent dans mon fantasme. Mais bref, c'est ça que moi, je veux faire. Je veux aller en voyage. OK. Tu veux qu'on te paye un voyage, là. Tu veux une semaine. Ouais. Je suis même prêt à faire le show pas de chèque. Puis là, mon agent est comme non. Tu vas être payé. C'est ça. Parce que c'est compliqué de charger 20% d'un voyage. Là. Absolument, ouais. Mais ouais. Big Brother. Mais on souhaite. C'est bientôt la finale, là, tu sais. Là, Ça fait quand même un bout de son là-dedans. Là, ouais, ben, tu sais, là, Camille est revenu. Je pense qu'ils sont 5. Ouais. Puis là, dimanche, il en élimine un. Est-ce qu'il va revenir? On ne sait pas. Il faut que ça finisse là, un moment donné, là, je veux dire. C'est 13 semaines. François Lambert, j'ai peur de voir ses cheveux rendus là. C'est 13 semaines. C'est. Ouais. Mais. Bref, t'as fait un livre? Oui, j'ai fait 3 livres de cuisine. Pourquoi? Ça fait un bout que je n'ai pas fait. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de livre de cuisine, mais. Ah ouais? Ouais, c'est. En fait, un peu comme tout le reste d'un accident, le livre de cuisine. En fait, on a tourné un pilote pour la Presse Télé, qui est une compagnie de production. Ils faisaient des émissions de jeunesse à l'époque. Je ne sais même pas si la Presse Télé, ça existe encore. Je pense pas, en tout cas. Je pense que c'est devenu un autre, ça a changé de nom. Bref, on a fait un pilote pour la télé et c'était extrêmement mauvais, pour vrai. Puis c'est tout de ma faute, je veux dire. Parce que justement, t'es sur le web, ça fait 2-3 ans que tu fais ça. Tu as fait, je sais pas moi, une 40-50 capsules, tu penses que t'es bon, le monde te reconnaisse, puis là, tu fais un pilote de TV, puis c'est pas toute la même chose. Il y a 18 personnes, il y a quelqu'un qui te maquille, il y a des flashs partout, des spots partout. Le track m'a pogné, c'était vraiment pas bon. Fait que ils ont dit, ben là, on a investi dans un pilote, c'était pas bon. Fait que bon, on va faire un livre de cuisine à la place. Comme ça, au moins, on n'a pas besoin de t'écouter parler. Fait que ils m'ont donné un contrat de livre, vraiment. Ils ont dit, t'as du goût de faire un livre? Puis on en a fait un. Le premier c'était toute une aventure. J'ai eu la chance de faire ça avec mes chums, justement, Alexis, qui est mon agent et partenaire là, dans tout ce qui est business. A littéralement écrit tous les textes, excusez-moi là, de me décroiser les jambes pour vous autres, mais littéralement écrit tous les textes du livre, moi ayant fait les recettes. Et un autre de mes bons amis, Daniel Mathieu, c'est le photographe du livre, puis c'est très drôle. Lui, il est photographe depuis toujours du monde du skateboard. Fait qu'on se connaît vraiment depuis qu'on est jeune. Puis on a même habité ensemble à une certaine époque où lui étudiait la photo, moi j'étudiais la cuisine. Puis on combinait nos arts ensemble. Et jamais à l'époque où lui était
débutant en photographie et moi, apprenti en cuisine. Et jamais qu'on aurait pensé qu'on aurait jumelé tout ça pour faire 3 livres de cuisine. Ce qui est quand même très cool. C'est beaucoup de travail faire un livre de cuisine. On l'a fait de A à Z entre 3 amis. Fait que, tu sais, travailler avec tes chums, des fois, tu peux te dire, hey, c'est le fun de travailler avec tes chums. C'est dangereux aussi, là. Ouais, c'est beaucoup plus facile s'envoyer chier. Tu sais, tu te gardes une gêne avec quelqu'un que tu connais pas, tandis que quelqu'un que tu connais, tu sais, puis là, la pagaille peut pogner. Puis c'est arrivé avec plusieurs reprises, je pense même pendant le premier livre, là. Je me souviens pas exactement pourquoi, mais à un certain moment donné, je crois que j'ai pleuré. Non, mais c'était une belle expérience. C'est un beau souvenir. Est-ce que je vais faire d'autres livres de cuisine? Je suis pas sûr. Tu sais, c'est plus ce que c'était. À l'époque, je sais pas, à l'époque, faire un livre, c'était quelque chose. Ben, je ne veux pas dénigrer pour ceux qui font des livres à cette heure, mais il y avait beaucoup moins de livres de cuisine. Puis, je veux dire, j'ai pas le goût de faire un livre parmi 45 livres, puis que ça passe. Pour tout le travail que tu mets dedans, pour que ton livre, on en parle pendant 2-3 semaines maximum, puis après, c'est fini, tu tombes dans les oubliettes. Je trouve ça dommage un peu. C'est parce que je sais la quantité de travail qu'il y a à mettre là-dedans. Je tombe pas la porte. Si j'en faisais un, ça serait vraiment comme tous mes autres projets, ce serait pour le fun. J'aurais, mettons, 3 mois devant moi, j'aurais le goût de cuisiner des recettes, j'aurais comme des bonnes idées en tête. Mais tu sais, comme me faire approcher, mettons, par une maison d'édition en ce moment, pour faire dire, fais-moi un livre, t'as 90 jours. Je dis non. Ça ne me tente pas. Les prochains 90 jours, anyway, sont assez intenses. Je recommence à tourner. Là, j'ai un nouveau show qui s'en vient à Zest qui s'appelle 3-2-1 Barbecue. Il va être une compétition de cuisine. À tous les semaines, là, on a trouvé un super beau spot. On s'est installé comme un studio extérieur. Puis à tous les semaines, on va être comme deux prétendants champions du barbecue qui vont venir s'affronter avec des thématiques différentes. Ça va être cool. Après ça, je fais une autre émission qui s'appelle Arrive en campagne. Je remplace en fait Stéphano. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Stéphano, les gens qui écoutaient le podcast. Bref, c'est un Italien. Et puis, il parle autant que moi. Fait que, puis, lui, il a fait le show pendant 5 ans. Il trouve qu'il a fait le tour du show un peu. Fait qu'il m'a passé le flambeau, ce qui est très sympathique de sa part. Puis, c'est moi qui part avec ce show-là cet été. C'est un show qui prend beaucoup de mon temps. C'est un show, en fait, le concept du show, c'est que je pars avec des familles de villes. Puis, je les amène sur des fermes, vivre l'expérience pendant un week-end de temps. Fait que, tu sais, passe un week-end sur une ferme, veux pas, moi aussi. Puis, il y a beaucoup de recherches en amont pour chaque émission. Puis, beaucoup de déplacements aussi. Je me ramasse un peu partout dans les 4 coins du Québec. Fait que ça va prendre pas mal de mon jus. Là, OK, ouais, tes prochains mois sont bookés, là. Oui, puis j'ai un projet aussi depuis un an qui est vraiment ma fierté de la pandémie. Pour vrai, là, j'ai lancé mon propre brand de vin. Puis c'est un vin qu'on achète en dépanneur puis en épicerie. Ça s'appelle le Bouton en train. Puis on a vraiment travaillé fort à élaborer. Tu sais, souvent, les vins d'épicerie n'ont pas tout le temps eu la meilleure connotation. Puis de plus en plus, il y en a des bons. Je pense à ma chum, là, Jessica Arnois, qui fait le but, qui est quand même très connu. Puis on nous a approchés pour faire du vin, puis on a dit oui, mais on voulait vraiment que ce qui se retrouve dans la bouteille, c'est ce que moi j'aime boire. Ça goûte Bob le chef. Là. Puis beaucoup de dégustation qui fait partie du boulot. C'est une tough job, mais il faut que quelqu'un la fasse. Puis, mais non, écoute, j'ai la chance, là, je travaille, là, je vais les name-dropper, la Station 22. C'est des gars vraiment géniaux que je travaille avec, des filles aussi. C'est une gang, on travaille tous ensemble. Ouais. Puis, c'est vraiment cool, puis on est vraiment contents comment ça se passe. On a déjà 2 rouges puis un blanc qui sont d'un dep dans l'épicerie. Puis on sort un rosé, là, exclusivité là, à ton podcast. Léo, personne n'est au courant, mais on sort un rosé là, d'ici 3 semaines. Fait que peut-être que ça va déjà être dans les ça va déjà être sorti. Puis je vous dis, s'il fait beau dehors, vous installez sur votre balcon, vous écoutez ce podcast. On aurait dû mettre ça au début, avec le bout en train. C'est avec du montage, je mets ça au début. Bref. Je trouve ça nice. Tu sais, t'as plein de projets, mais j'aimerais que, quand la pandémie va être partie, j'aimerais que tu essaies de faire du stand-up. Je suis sûr que tu serais excellent.
Tu savais pas que j'ai fait un peu? J'ai Hein? fait. J'en faisais pas beaucoup la promotion. Ça a été une brève bulle dans ma tête. En fait, un de mes bons amis, c'est Thomas Levac. On a Ouais. été voisins à Montréal pendant un bout. Puis il est venu à l'époque, là, je faisais. C'était comme pas un podcast. Là, je recevais des invités, puis on cuisinait en direct dans ma cuisine. Et ça s'appelait Bob Ok. le Chef Live. C'était, selon moi, le meilleur show interactif culinaire en direct francophone de tout l'univers. Puis Thomas est venu à quelques reprises au show. Écoute, de fil en aiguille, j'allais voir Thomas, je regardais beaucoup d'humoristes. Puis c'est quelque chose que j'avais le goût d'essayer. Je ne voulais pas devenir humoriste, mais j'ai la chance de pouvoir essayer des affaires, des fois dans la vie que je pensais jamais pouvoir faire. Puis j'étais comme Chris, moi j'ai le goût d'essayer. Puis Thomas, c'est le genre de gars, quand tu lui dis de quoi pendant un souper, puis qu'on a bu une coupe, Ouais, il va te dire de le on faire. le fait! On le fait! Let's go! Carrément, puis là, comme. Ça reste de même, tu sais. Bon, je rentre chez nous à pied, puis j'étais un peu pompette, puis comme le lendemain, il m'appelle, puis il est comme ah ouais! Booké 3 semaines, 24 mars, man! T'es au bordel, soirée open mic! Puis je suis comme gros, man, comme là. Fait que, écrit de quoi? Fait que j'écris du matériel. Puis c'est vrai, on dit que tu pognes la piqûre quand tu fais ça. Puis c'est assez malade. C'est le fun. C'est le fun à faire. Fait que je me suis bien écrit. Puis je trouvais que c'était cool. L'exercice d'écrire des gags, c'est le fun. Tu sais, pour vrai, tu es assis chez vous. Il y en a qui sont pas drôles, il y en a qui sont drôles. T'es travail, t'es dit à voix haute. J'ai essayé à mes colocs. J'ai compté à mon ex-femme. Tu sais, n'importe qui voulait m'écouter, je rodais mon matériel. Puis, écoute, je pense pas que j'étais le prochain grand stand-up. Je pense pas que j'étais nécessairement mauvais. Je pense que j'ai eu beaucoup de fun avec ça. Je dirais que j'ai fait une dizaine de soirées d'humour avec, entre autres, Pascal Cameron, qui a été très gentil avec moi là, pendant cette genre. Ben, j'ai fait ça pendant comme 1 an de temps. C'est un genre de petite aventure, là, une petite bulle. Puis je suis encore cuisinier là, au travail, tout ça. Et j'ai eu une petite bonne histoire. Là. Je suis parti avec Thomas Levac un lundi soir d'une tempête de neige. J'ai fait aller-retour au Québec, man, OK? Pour faire un show dans un bar. Puis les seuls gens qui étaient là, c'était mes chums. C'était malade. C'était tous mes chums de Québec. Puis c'était tellement touchant, pour vrai, par exemple, d'avoir, tu sais, puis je veux dire, on est tous occupés. Plus tu vieillis, plus tu es occupé, moins tu vois tes chums. Puis c'est fun de savoir qu'ils sont toujours là pour toi. Fait d'arriver à Québec, d'avoir comme une 15 de mes bros dans la place, tout un peu pompettes qui ont hâte de m'entendre dire des niaiseries, tu sais. Puis que même si je suis pas drôle, je dis « Ouais, c'est vrai ça! Moi, c'est vraiment sharp. Pour vrai, là, ça m'a fait chaud au cœur. » Ben, j'en ai fait une couple de fois, puis c'est vrai que le feeling de parler sur scène puis devant du monde, c'est incroyable. Ben, aussi, tu sais, dans toute mon affaire de faire des corpos culinaires et tout, il y a beaucoup d'humour au travers de mes recettes, tu sais, pour justement essayer de garder le monde intéressé. Parce que effectivement, c'est très ennuyant de voir quelqu'un cuisiner devant toi pendant 1 heure de temps s'il n'alimente pas ça un peu. Fait que, alors là, on va mettre l'huile d'olive. On attend qu'elle chauffe. Elle fume toujours pas. Toujours pas. Oh, ça commence à sentir. On ajoute les échalotes. Fait que c'est ça, c'est super plat. Ouais. Quelqu'un fait ça pendant 1 heure de temps. Fait que tu sais, j'essaie de rendre ça vraiment dynamique. Puis, je trouvais que mes jokes se renouvelaient pas. Tu sais, j'avais tout le temps les mêmes jokes. Puis, même si t'es juste un cuisinier, il faut que tu te renouvelles. Tu peux pas avoir la même joke de belle-mère ou whatever à toi, Chris, de démo de cuisine. Fait que du stand-up, ça m'a comme aidé à élargir mon champ lexical humoristique. OK. Ben, c'est cool. Ça, Ouais, ça puis, pu, j'ai rencontré plein d'humoristes. Puis, Chris, que c'est du monde de fun. T'sais, tout le monde m'a encouragé là-dedans, là, puis me disait de pas lâcher. Puis, ça fait chaud au cœur. Pour vrai, là, c'est cool au bout. Ouais, les humoristes, c'est des personnes extraordinairement gentilles. Oui, vraiment. Ouais. Puis là, je vois que le temps file. J'aimerais que tu te plugues, que tu dises où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut acheter tes livres, ton vin. Let's go. All right. Mes livres n'existent plus, je pense. Tu peux peut-être en trouver quand dans sur les eBay. genres.
Peut-être. Hey, si c'est malade. Dernière anecdote avant de me plugger. Elle sera pas longue. Il y a une madame, elle a gagné, elle a reçu mon livre en cadeau, puis elle n'avait aucune crise d'idée j'étais qui, puis elle l'a vendu sur Kijiji, puis c'est moi qui est allé l'acheter. Elle t'a-tu reconnu? Est-ce que tu as dit, ouais, c'était mon livre? Ça se trouve sur YouTube. On s'est filmé, man, à faire ça, puis c'était fucking hilarant, là. En tout cas. Mais bref, ceci étant dit, mes livres, je suis pas sûr qu'ils existent encore. Okay. Peut-être dans le rayon des liquidations, tu vas trouver ça en quelque part. Achète le premier, celui que j'ai un chaudron sur la tête. C'est définitivement celui le meilleur. Sinon, écoute, si tu veux vraiment mon livre et tu ne le trouves pas, envoie-moi un courriel, je vais t'envoyer un lien. Tu peux l'avoir gratuitement, électroniquement. Je m'en calisse. On bypass la presse. Je veux même pas le 35 cents qu'ils me donneraient. Je vais te donner un lien. Partage-le avec tes chums. Je m'en fous. OK? Tu as même accès aux photos avec ce lien-là. Puis, all right, ça, c'est pour le livre. Non, les réseaux sociaux, c'est Bob le Chef partout. Instagram, Facebook, Twitter. Je tweet rarement. J'aimais beaucoup Twitter pendant un bout. Je l'utilise encore énormément, mais plus je suis des gens que j'aime. Et je lis mes journaux sur Twitter. C'est pas mal juste ça que je fais avec ça. J'aimais ça, mais à cette heure, tout le monde s'obstine. Puis, tu sais, même au hockey, je veux dire, go Abs go, puis il y a 3 personnes qui me disent c'est un cuisinier, tu sais pas de quoi tu parles, ferme ta gueule, puis le CH6. C'est quand t'as ruiné ma soirée si tu me fais ça. Mais des fois, je le fais encore parce qu'il y a encore pas grand monde qui écoute la NBA sur Twitter. Puis des fois, je tweet. Puis c'est qu'avant, j'étais à la TV et à la radio souvent. Puis j'écoute TSN, j'écoute IDS en fait chez nous. Puis là, je tweet sur le basket. Puis là, IDS comme « Oh, on voit sur notre fil Twitter que Bob le Chef écoute le match. » Puis je suis comme « Hi, ils ont dit mon nom à TV. » Puis je suis tout excité. J'avais une cassette VHS, je me taperais, j'étais prêt en train de dire mon nom. Fait que c'est ça, Bob le Chef, les réseaux sociaux. Le vin, ça s'appelle le bout en train, un bout en train. C'est disponible partout, épicerie, dépanneur. C'est une carte Costco, va en acheter une palette, il y en a là aussi. 2 rouges, un blanc et un rosé. Sinon, écoute, des shows de cuisine, je fais une émission pour aveugles qui s'appelle Pas de panique en cuisine sur une chaîne qui s'appelle Ami Télé. Oui, il y a des émissions de cuisine pour aveugles. Je cuisine avec une non-voyante, puis moi, je donne des recettes cheap. Elle me montre comment les faire à l'aveugle. C'est vraiment malade, pour vrai. Là. C'est un show de service et c'est vraiment stimulant à faire. Dans tous mes projets, c'est vraiment mon projet préféré à faire. Sinon, je fais une émission de barbecue qui s'appelle 3-2-1 Barbecue. Tu peux voir ça va être à Zest. Tu peux voir les reprises de Barbecue en boîte, qui est une émission qu'on a faite pendant la pandémie. Ça va être à TVA. Il va y avoir Arrive en campagne à TVA. Puis sinon, je cuisine avec ma chum Marc Orsini une fois par mois à Radio-Can le matin. Puis c'est à peu près tout ce que je fais dans la vie. Là. Sinon, boblechef.com, il y a des recettes. Juste ça? J'ai une chaîne YouTube, mais comme 10 000 abonnés, c'est gênant, pour vrai. Là. Pour quelqu'un qui s'autoproclame l'inventeur de la web Facebook, il a inventé ça. Mais on était parmi les premiers à faire de la vidéo sur le web. Ouais. C'est quand même très drôle que ma chaîne YouTube. On l'a pas travaillé au bon moment, la chaîne YouTube, je pense. C'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai un médiocre 10 000 followers pour les gros YouTubers. C'est 1 heure de travail, 10 000 followers, mais regarde, on s'en contente. Ce que j'aime, j'ai 10 000 followers, mais c'est des followers de qualité. Moi, j'aime... Je suis un peu triste en ce moment. Tu dis, ouais, 10 000 followers, c'est 1 heure de travail. Moi, ça fait des années que je rush pour à peine arriver à 300. Hey man, mais je pense que j'étais sur YouTube en 2006, là, OK? Je me suis comme abonné, là, je suis sûr que je suis dans les top 200 Québécois premiers abonnés sur YouTube, OK? Fait que c'est comme... Je m'attendais un peu mieux que moi-même, c'est juste ça. Mais ça va venir, Léo, hostie. Ouais, un jour à la fois. Et comme je disais, man, continue à avoir du fun, puis à faire que je t'aime, puis le reste... Ouais, c'est ça le principal. Mais écoute, un gros merci d'être venu malgré ton horaire surchargé. Ça a été long avant qu'on puisse se booker puis être là. Il y a eu des soucis techniques. Il y a eu plein d'affaires qui sont arrivées, mais on a réussi à le faire. Je te remercie énormément. Je vous invite à aller suivre Bob le Chef sur ses réseaux sociaux. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un autre podcast. Ciao tout le monde! En direct des studios
Vous regardez le Léo Show.